recevoir pour la première émission de Sublime and the Algorithm l'éminente philosophe et amie Baldine Saint-Giron, avec laquelle nous allons parler aujourd'hui des rapports qui ne sont pas si évidents entre sublime et algorithme. Merci beaucoup Stéphane Moller. Oui, quand on associe sublime et algorithme, on fait quelque chose d'un peu étonnant. Pourquoi mettre en relation sublime et algorithme? Comment raccorder aux algorithmes le sentiment du sublime qui confronte l'être humain à ses limites, aux limites de ses pouvoirs intellectuels et sensibles, et qui lui découvre, à titre de possibilité, le fait de se dépasser lui-même, de s'auto-transcender. C'est une possibilité qui lui apparaît avec le sublime. Ce qui est utile et même nécessaire à l'homme est à sa portée, écrivait Longin au 1er siècle après Jésus-Christ, mais pourtant ce qui l'admire, ce qui l'étonne, Thomas Stone, c'est le paradoxe, tout paradoxon. Ce qui le surprend dans les discours, c'est ce qui dépasse l'humain. Et c'est exactement aussi ce que Nietzsche disait lorsque, dans la généalogie de la morale, il donne une définition finalement très classique du sublime, à savoir en disant que c'est die künstlerische Bändigung des Entsetzlichen, c'est-à-dire c'est la maîtrise, la domestication artistique du terrible. Le sublime a quelque chose à voir avec le terrible, et ce qui peut être le temps du premier plus ou moins fort du sublime, un terrible qui aspire à se dépasser grâce à sa considération, comment dirais-je, par un homme qui se tient debout, n'est-ce pas, qui résiste. Bon. Il y a une double tradition et une double origine du terme sublime. La double tradition, c'est la tradition rhétorique latine et la tradition philosophique grecque. Dans un cas, nous avons affaire à un adjectif. Or, le latin ne permet pas de substantiver l'adjectif. Donc, on n'arrive pas à l'idée du sublime comme on arrive dans le monde grec, mais à l'origine en tout cas, le sublimis, c'était plutôt ce qui était fort. C'est comme ça qu'on traduisait le grec adros, ce qui était grave, ce qui était élevé, mais non pas l'élévation, la gravité. Dans le monde grec, au contraire, to upsos, c'est la grandeur, la cime, ce qui est élevé, n'est-ce pas, ce qui est plus haut que moi. Et donc, c'est là où il y a un dépassement de l'individu. Dans un premier temps, tout au moins, même dans le monde grec, eh bien, ce n'est pas l'estime de soi qui prévaut du tout, c'est un enthousiasme comme si on avait produit ce qu'on entendait, un enthousiasme par l'identification, mais un enthousiasme qui se maintient dans certaines limites et qui, en tout cas, situe le sujet enthousiaste en dessous de celui qui l'enthousiasme. Alors, le problème que posent les algorithmes, c'est celui du calculable. Calculable, c'est encore un mot latin. C'est assez drôle, on va avoir le même problème qu'avec le sublime, l'origine latine ou origine grecque. C'est un mot latin. Calcul, c'est le caillou avec lequel on compte dans les abacs, dans les bouliers, etc. Mais algorithme est le nom grec et fait référence au nombre. Il fait aussi référence au nom d'un mathématicien arabe, mais peu nous importe ici, ce qui nous importe, c'est la théorie des nombres qui est là prise en compte. Mais calculer, c'est aussi pour nous ce qui a le sens très général d'estimer ou de penser, de prévoir. Alors, curieusement, il faut savoir que le calcul n'a pas été conçu comme indépendamment du sublime
et que le calcul infinitésimal fut dit le calcul sublime. Et c'est très important parce que ça apparaît dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, mais aussi parce que, comme l'a montré Jean d'Ombre, eh bien, le terme sublime est à l'époque, au XVIIe ou XVIIIe siècle, utilisé surtout en italien dans les disciplines mathématiques pour parler de la géométrie et de l'analyse. Sublime et algorithme, ce couple est particulièrement intéressant, plus peut-être que celui de sublime et calcul ou de intelligence artificielle et calcul. Selon Jean Lassègue, dont je recommande l'ouvrage sur Turing, je trouve vraiment un ouvrage très pédagogique et qui marque très bien les articulations des différents savoirs. Et selon Jean Lassègue, c'est dans le domaine de l'incalculable que Turing est resté dans l'histoire des mathématiques, n'est-ce pas? Dès l'Antiquité grecque, le concept de calculable a été raffiné de telle sorte qu'on a distingué 3 cas de figure. Le premier, qui correspond à l'intuition que nous avons de la notion de calculable, consiste à trouver, suite à une opération comprenant un nombre fini d'étapes, un résultat exact et achevé. Par exemple, 1 plus 1, ou racine de 9, conduisent après une opération exigeant un nombre fini d'étapes, un résultat exact et achevé. La deuxième notion du calculable, c'est un nombre approché. Mais la troisième, ça correspond à passer à l'antonyme, c'est-à-dire comprendre ce que c'est que l'incalculable, pour lequel on n'a pas les moyens de trouver, suite à une opération comprenant un nombre fini d'étapes, un résultat approché à un degré d'approximation quelconque. Donc vous voyez que déjà dans le monde grec, cette notion du calculable ou de l'incalculable était déjà extrêmement importante. Et vous savez peut-être que, parce ça a été rapporté plusieurs fois, qu'il y avait un mythe suivant lequel celui qui avait inventé les nombres irrationnels était mort noyé. Hein. Alors tout le monde essayait d'expliquer ce qui s'était passé, si c'était des canites, etc. Mais le problème était entier. C'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit justement de nombres entiers. Alors, l'important, c'est de bien comprendre que la notion d'algorithme est moins anthropomorphisable, si on peut risquer cet affreux néologisme, que celui de machine. Le terme de machine s'anthropomorphise trop facilement, ce qui fait qu'on a toujours le sentiment que dès qu'on parle de machine, on se demande si la machine est supérieure ou inférieure à l'intelligence humaine, à l'esprit humain. Et en fait, entre sublime et algorithme, qu'est-ce qu'il faut mettre comme terme? Je dirais qu'il faut mettre le terme de organisme. C'est plutôt la machine qui ressemble à l'organisme que l'organisme qui ressemble à la machine. Le modèle, c'est l'organisme. Et ce matin même, j'ai reçu un article d'Alain Capi dans la revue The Conversation. Je ne sais pas si vous la suivez, mais elle a beaucoup de mérite puisqu'elle est faite en grande partie par des universitaires et chaque fois, on a des gens de première taille qui vous expliquent les problèmes scientifiques. Donc, The Conversation a vraiment de grands mérites. Et l'article d'Alain Capi de ce matin commence par ces formules magnifiques. « Le cerveau reste le roi des ordinateurs. » C'est beau, hein? Et les machines les plus sophistiquées qui s'en inspirent, dites neuromorphiques, comprennent aujourd'hui jusqu'à 100 millions de neurones, soit autant que le cerveau d'un petit mammifère. Bon. Faut-il s'en inquiéter? Eh bien,
il me semble que d'abord, il faut reprendre les avantages des algorithmes. À quoi est-ce que ça a servi? Vous savez, le rôle de la Seconde Guerre mondiale dans l'invention des algorithmes, il y avait le problème de la maîtrise des données, de leur stockage et de leur décryptage. Et vous savez que Turing a eu un rôle considérable dans le déchiffrement des codes de l'armée allemande que les sous-marins qui faisaient le blocus de la Grande-Bretagne recevaient directement de Berlin. Et effectivement, là, bon, il y aurait beaucoup à dire sur cette origine de l'ordinateur, mais il y a eu quelque chose de magnifique, et c'est que Turing est en même temps un héros, puisqu'il a sauvé la Grande-Bretagne du blocus nazi. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors aux avantages qui sautent aux yeux? D'abord, c'est une exactitude supérieure à celle des hommes. Pas de faute d'inattention, pas de faute d'étourderie, une exigence de totale précision. Deuxièmement, vitesse d'exécution. Et une vélocité absolument incomparable, puisqu'en quelques secondes, les calculs les plus complexes sont menés, et que, bon, évidemment, personne ne saurait le faire, sauf quelques autistes supérieurs, n'est-ce pas? Troisièmement, une condensation sans pareille, c'est-à-dire dans le rapport à l'espace, on sait qu'une bibliothèque entière peut tenir dans une tête d'aiguille. Et enfin, le problème de la programmation. L'ordinateur est programmable. Contrairement aux machines analogiques, les machines digitales acceptent de nouvelles lectures, de nouvelles tâches, sans exiger des changements de câblage. Alors, selon Lassègue, ce qu'il appelle la généralité de l'ordinateur, c'est-à-dire sa capacité de passer d'un programme à un autre, résulte de l'inventivité du programmateur. Et Lassègue renvoie toujours à l'être humain derrière la machine. Cependant, et je voudrais bien rester encore 2 minutes dans la modernité, dans les temps très proches, nous savons qu'une grande inquiétude est née à l'égard peut-être moins des ordinateurs que des robots. La robotique nous fait une peur effroyable, et le génie génétique nous inquiète tout autant, c'est-à-dire que les clones de la brebis d'Oli, vous vous souvenez, nous avaient mis extrêmement mal à l'aise. Or, il y a un cas, alors là, moi, c'était une des choses qui m'a éveillée au danger de la robotique, c'est le cas de UNE Bomber, University Airlines Bomber, comme l'avait surnommé le FBI, et il s'agissait de Theodore Kaczynski. Vous avez entendu parler de lui? Non. Non. Alors, c'est quelqu'un qui a semé la mort et les blessures parmi ses collègues en leur envoyant des bombes artisanales. Une vingtaine de morts, enfin, donc il a été pourchassé par l'FBI pendant très longtemps, jusqu'en 1995. Je ne sais pas s'il vit encore, il était évidemment emprisonné à vie. C'était un brillant mathématicien qui avait été choisi comme assistant à Harvard et qui en 1970 a quitté son poste sans explication pour vivre à la Taureau dans une cabane pendant 17 ans. Et qui a écrit à ce moment-là, qu'il a fait paraître dans les meilleurs journaux, un manifeste contre la société industrielle. Selon lui, il y aurait incompatibilité radicale entre technologie et liberté. La science et la technologie n'obéissent qu'aux besoins psychologiques des scientifiques, des gouvernants et des chefs d'entreprise qui financent les recherches. Là, évidemment, il conduisait vers une étude psychologique qui, me semble-t-il, n'a pas été tellement développée, sauf justement par Lassègue, qui me semble... Enfin, je ne sais pas, je m'avance peut-être, parce que je ne maîtrise pas du tout la bibliographie.
Mais enfin, il y a là quelque chose de central, et c'est dans de toutes modestes proportions ce que je voudrais essayer de montrer maintenant. Très bien. Alors, je voulais le montrer d'abord par deux représentations figurées. Une première représentation qui me touche beaucoup, c'est on voit ces astronomes, ces astrologues qui ont été nos premiers philosophes, qui jouent avec un globe terrestre miniature, tout juste sorti de son coffre. Et on reconnaît sur ce globe terrestre, c'est vraiment très joli, à la fois les cercles parallèles de l'équateur et des pôles, et le cercle oblique penché vers le côté de l'écliptique avec sa bande du zodiaque. Et on voit bien que, comme le dira plus tard Victor Hugo dans une formule que j'ai toujours vérifiée, quand l'infini s'ouvre, point de fermeture plus redoutable dans la formule. Et voilà, quand on a affaire à un modèle réduit, eh bien, on se rend compte que l'infini, tout d'un coup, prétend s'incarner dans ce modèle réduit, et que ce modèle réduit nous conduit, mais qu'on se sent fini au dernier degré. Hein. Donc, on nous fait l'expérience à la fois du fini et de l'infini. Et c'est l'un frottant sur l'autre, en quelque sorte, qui produit ce sentiment si intense qui est voisin du sublime, n'est-ce pas? Qui peut mériter d'être nommé sublime. Et ma deuxième figuration est empruntée à ce merveilleux peintre du XVIIIe siècle qu'était Girodet, et qui fait éclater notre difficulté à penser la révolution cosmologique en elle-même. L'invention très brillante du tableau consiste à enlever le globe de son présentoir et à prêter aux mains du père la charge de le retenir sur la table en l'empêchant de glisser. Ce père attentif regarde son fils qui lui indique un emplacement sur le globe terrestre. Sans doute s'agit-il de la topographie des hostilités entre César et Pompée, qui est mentionnée dans l'exemplaire des commentaires, bien visible en maroquin rouge, sur lequel s'appuie la main gauche du jeune garçon. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire et la géographie ne se séparent pas. Hein. Les big data, les premières big data, c'était de l'histoire et de la géographie. Des dates, une chronologie, et de la géographie, c'est-à-dire des figurations, des positions des astres les uns par rapport aux autres. Les corps se rapprochent, les bras s'enroulent autour de la sphère. Le fils, élégant et concentré, regarde les yeux baissés. Il est très respectueux. Sur le globe erre une mouche, bien en évidence pour le spectateur, et plus bas, sur le même axe, une grappe de raisin entamée. Ce sont les symboles traditionnels des vanités, le memento mori. Souviens-toi de ta mort, souviens-toi que tu vas mourir. À quoi l'extraordinaire sentiment d'intimité qui se dégage de la toile est-il dû? Il n'est sans doute pas indifférent de savoir que le docteur Trieuson donne une leçon à son fils qui devait perdre la vie un an plus tard, ni qu'il devait à ce moment-là adopter officiellement Girodet comme fils. Il y a une histoire de paternité là. Mais si le contexte est celui d'une transmission particulière, l'enjeu est universel et dépasse largement les protagonistes. L'inquiétude du père acquiert une portée métaphysique. On fait d'habitude comme si le transfert du savoir allait de soi et s'opérait dans une sorte de neutralité affective. Mais ce que nous montre Girodet, c'est le contraire. C'est qu'il existe de véritables chocs
gnoséologiques, de véritables traumatismes par la connaissance, auxquels il importe d'être sensible, de devenir sensible. L'inquiétude du père qui regarde son fils en train de comprendre les rapports entre la terre des hommes et le modèle réduit qu'il a sous les yeux concerne la place de l'être humain dans l'univers. Il y a aussi, dans les Confessions de Rousseau, un exemple ravissant aussi, où Rousseau rappelle son père qui lui explique le monde à partir d'une orange. On a l'impression que là, c'est la transmission, la tradition, c'est aussi celle d'un certain savoir et de son impact sur notre représentation de nous-mêmes dans le monde et du monde dans un monde plus large. Le trompe-l'œil est-il général? La mouche en est en tout cas le symbole, comme en témoigne la plaisanterie qu'aurait faite Giotto à son maître sur le Vasari. Le jeune peintre se serait amusé à peindre une mouche sur un tableau inachevé de Cimabue. Vous savez, il y a toute une série d'anecdotes dans la peinture qui sont colportées d'âge en âge et qui sont très importantes. Mais Cimabue aurait été trompé, aurait cru que c'était une mouche réelle. Bon, c'est la même chose que Zeuxis avec Parasios dessinant un rideau et Zeuxis lui demandant de l'écarter pour voir sa peinture. Bon. Et là, ce qui est bizarre, c'est que ça ne peut pas être de Giotto qu'il s'agisse. Pourquoi? Parce que, comme l'a montré Daniel Arras, la mouche feinte triomphe bien après Giotto et n'est surtout pas un motif florentin. C'est quelque chose qui est devenu commun dans la peinture. Bon, le plus célèbre, c'est chez Latour. Bon, mais l'important, c'est de comprendre comment le détail fait pour tromper quitte le plan du tableau et vient vers nous comme s'il y avait un autre espace que celui du tableau. Donc il y a quelque chose de tout à fait curieux qui est cet épaississement en quelque sorte de l'espace et cette pluralisation au fond des types d'espace. Dès lors, se posent des questions proprement métaphysiques. Est-ce qu'il faut voir de loin ou de près? Est-ce qu'il faut cultiver les moyens numériques de représentation ou bien se rendre voyant? Faut-il condamner la vanité de la peinture qui, comme dit Pascal, nous fait admirer des copies dont nous n'admirons pas les originaux? Ou bien plutôt saisir le point de retournement qui permette à l'extrême de la tromperie de se transformer en extrême de la révélation? Le sentiment d'intimité n'est pas dû seulement à l'oscillation du spectateur-acteur entre deux espaces, il tient à une identification possible avec l'insecte peint. Elle est venue entre le tableau et le spectateur-acteur. On sait en effet que la mouche est dotée d'une activité oculaire et d'une vision panoramique exceptionnelle qui lui permettent de visualiser un nombre considérable d'images par seconde et ainsi d'échapper aux prédateurs. Elle a des yeux sur les côtés et derrière. Dans pareille perspective, le petit insecte noir, avec ses allures d'idéogramme chinois, semble bien avoir pour vertu de nous obliger à nous interroger sur quoi? Sur la grandeur et les limites de nos pouvoirs respectifs de vision sensible et de vision intellectuelle. Alors, peut-être qu'à partir de là, à partir de ces deux exemples picturaux, si vous le voulez bien, je voudrais essayer de montrer comment cette sensibilité cosmologique est une sensibilité première et que curieusement, elle est rarement mise en avant, sans doute parce que les philosophes sont intimidés par immédiatement tout le trajet qu'il faudrait faire pour comprendre l'évolution de cette sensibilité cosmologique.
Mais en particulier, j'étais très frappée de voir que chez Kant, on a mis en relation l'analytique du sublime avec la critique de la raison pure et avec la critique de la raison pratique, mais on n'a jamais, à ma connaissance, mais là encore, peut-être que je n'ai pas, j'ai une lacune bibliographique, mis systématiquement en relation cette analytique du sublime avec la dialectique transcendantale de la critique de la raison pure, et en particulier le passage sur les antinomies de la cosmologie. Je trouve que là, il y a quelque chose d'absolument sidérant, et j'aimerais l'expliquer brièvement en montrant les rapports entre Pascal et Kant, puisque les textes de Pascal, tout le monde les a en tête, mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est de faire une lecture de Pascal à partir de Kant et voir comment justement la torsion du transcendantal a à faire avec une torsion qu'il fait subir au concept de sublime, et vous allez voir comment. Une longue tradition de pensée a théorisé le sentiment de misère et de grandeur qui nous étreint, non seulement en tant que nous sommes parmi les plus savants, mais qui nous étreint en tant qu'être humain lorsqu'ils se mettent à réfléchir sur l'infinité et la complexité du cosmos. Je crois que même les enfants, c'est très sidérant enfin, de les voir sous le ciel, enfin, quand l'espace s'ouvre, point de fermeture plus formidable, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a vraiment quelque chose d'inouï, enfin, quelque chose qui se produit. Bon. Toute la dignité de l'homme est dans la pensée. Mais qu'est-ce que cette pensée? Qu'elle est sotte, s'écrit Pascal. Ah, chacun connaît le renversement qui s'ensuit. La pensée a beau se montrer sotte, ridicule et basse par ses défauts, elle est grande par sa nature. L'échec et la victoire, ou l'illusion de la victoire, vont au fond de pair. Victime d'un choc ou d'une inhibition que le sublime nous impose, nous nous découvrons à nous-mêmes comme le véhicule, ce par quoi passe une révélation qui nous éblouit. Aux yeux de Pascal, la supériorité de l'homme sur tout l'univers est dans la conscience de ce qui lui arrive. Quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Aux yeux de Kant, en revanche, cette place exceptionnelle de l'homme s'explique par la prise de conscience de la loi morale. Tu dois, donc tu peux. Si la raison théorique, non guidée par l'expérience, est fondamentalement incertaine et impure, la raison pratique, elle, montre sa pureté en formulant une loi, qui, indépendante de toute expérience, devient raison de connaître la liberté où elle se fonde. Il y a une très jolie distinction dans la scolastique entre ratio cognoscendi et ratio essendi. Raison de connaître et raison d'être. Elles peuvent être inversées. C'est le cas de la loi morale et de la liberté. Alors, qu'est-ce que montre Kant dans la critique de la raison pure? Eh bien, Kant rappelle que si Copernic fait tourner l'observateur autour des astres, c'est faute de réussir à faire tourner les astres autour de l'observateur. Autrement dit, l'important, c'est de trouver comment des objets se règlent sur la connaissance, puisque la connaissance ne se règle pas sur les objets. Ça, c'est le tour de force transcendantal. Il faut arriver à la possibilité. C'est pour ça qu'en commençant cette séance, j'ai insisté sur le fait que c'est la possibilité de la grandeur, de l'autodépassement, une possibilité. Ce n'est pas la condition de cette réalisation, c'est une condition de sa possibilité.
Et encore faut-il, dans pareille perspective, distinguer la faculté de l'inconditionné, qu'il appelle raison, de la faculté du conditionné, qu'il appelle entendement. Vous vous souvenez, au fond, plus la raison prétend satisfaire à son ambition spécifique en cherchant à saisir l'inconditionné, autrement dit, plus elle ambitionne de trouver les conditions dernières qui ne seraient pas elles-mêmes conditionnées, plus aussi elle se heurte à des paradoxes et des antinomies, bref, un double bind. Arrêter son mouvement serait prématuré, mais le prolonger sans fin relève évidemment de la seule spéculation est impossible. On songe ici au Big Bang, qui qualifie, pourrait-on dire, notre modèle psychologique ou notre modèle cosmologique standard, en prenant les distinctions de Kuhn, mais en désigne aussi la limite et le point aveugle pour renvoyer à l'énigme de l'origine et à ce qui la précède. On n'en sait pas plus finalement. Enfin, on en sait plus, mais l'énigme de l'origine subsiste, c'est ce que je veux dire. Ce que Kant critique sous le nom de métaphysique, ce sont donc moins des doctrines comme telles que bien autre chose. Et ça, c'est la chose peut-être sur laquelle je voudrais le plus insister aujourd'hui. C'est ce qu'il critique, c'est l'absence de réflexion sur la manière dont la raison les produit et les impasses auxquelles elle mène alors. Mais vous vous rappelez peut-être dans son dialogue Platon, le tête-à-tête, qui est un dialogue de la maturité de Platon, on présente justement un mathématicien et le problème de savoir d'où vient le savoir. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on sait déjà. C'est le cas de la maïotique, n'est-ce pas, qui accouche les esprits. Finalement, Théétète savait déjà tout ce qui concernait le nombre irrationnel, le carré de l'hypothétunus, la somme des carrés des autres côtés. Il le savait, mais ce qu'il fallait, c'est qu'il comprenne qu'il pouvait faire ce mouvement qui lui permettait de connaître sa connaissance à partir de son origine. Donc, ce que Kant critique sous le nom de métaphysique, ce n'est pas la doctrine, c'est ce qu'on affirme, mais c'est le fait qu'on ne réfléchit pas assez sur la manière dont la raison les produit, à partir de quoi, à partir des datas ou à partir d'un programme qui ne peut saisir que certains types de data plutôt que tel autre. Et le principe général est toujours celui d'une dénonciation des contradictions dans laquelle se trouve prise la raison raisonnante. C'est le paralogisme, l'antinomie et l'idéal de la raison pure pour la théologie. Mais on peut retenir, si vous voulez, de cette dialectique de la raison pure que ça donnera le schéma même de eine Schwierigkeit der Psychoanalyse de Freud. On va voir tout à l'heure. Et l'objet est ainsi d'établir une antithétique généralisée en explicitant ce qui paralyse la raison lorsqu'elle se veut pure. Adopter un point de vue transcendantal revient ainsi à comprendre les besoins et les modes de fonctionnement de la raison. Que surprennent les datas, n'est-ce pas, bien sûr. Mais comment se débrouiller avec la perplexité qui nous paralyse parfois et le sentiment de tourner en rond dans la cage de la raison, si impressionnants que soient les résultats acquis par l'humanité au cours des âges. Aux ignorances plus ou moins remédiables, dont je ne suis que trop fondée à m'accuser moi-même, s'ajoute ou plutôt s'intrique une ignorance de principe qui n'a rien de consolant,
et dont l'utilisation comme alibi a quelque chose d'exaspérant. Alors, c'est ainsi que je voudrais aborder en conclusion ce texte de Freud que je vous ai annoncé et qui concerne une difficulté de la psychanalyse, texte que Freud écrivit à la fin de la Première Guerre mondiale. Décidément, on voit bien que les algorithmes se développent sous l'influence des guerres et la réflexion sur ces algorithmes prend à ce moment-là une importance capitale. Et il essaie de montrer comment penser, c'est lutter contre des illusions produites par une pensée qui n'arrive pas à se retourner sur elle-même et continue à croire à une toute-puissance magique qui lui permettrait d'imposer sa loi aux êtres et aux choses. Ça, je trouve que chez Freud, c'est une chose absolument formidable. Chez l'enfant, la toute-puissance magique, n'est-ce pas? C'est Romain Roland, chez Jean Christophe qui dit au nuage, je tourne à gauche, tourne à droite, ma pensée devrait dominer. Bon. C'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer. C'est une formule qui a été attribuée à Einstein et qui entérine un long parcours de l'être humain, bien forcé de comprendre que la méthode n'influence pas seulement les résultats, elle les conditionne dans la science dite normale. Faisons ici une parenthèse. Toute la difficulté de ne pas confondre le provisoirement invérifiable avec l'invérifiable en droit. J'en avais parlé avec Daniel Kuntz, qui a fait fédéré ce magnifique numéro des lettres françaises sur l'astrophysique. C'est vraiment épatant. Et il y a aussi les peintures de mon ami Bernard Monino là, qui sont très extraordinaires. Oui, c'est un très joli numéro et à mon avis, il permet de comprendre assez vite de quoi il s'agit. C'est beau ça. Très beau. Alors, je reviens à Daniel Kuntz, justement, qui me rappelait que Einstein avait cru devoir toujours ajouter le paramètre de la constante cosmologique aux équations de la relativité, afin de rendre compte, afin qu'elle soit compatible avec un univers statique. Et alors, il a dit que c'était la plus grande bêtise de sa vie. En tout cas, les observations de Hubble touchant la vitesse d'éloignement des galaxies proportionnelle à leur distance contredisent cette théorie et impliquent au contraire un univers en expansion. Ça, c'est ce qui est sûr. Mais quelquefois, et c'est ce que montre si bien Jean d'Ombre, ce qui a été déclaré comme caduc et inintéressant redevient, dans le cours de l'histoire, extrêmement intéressant. Se dégager des illusions et des fantasmes d'omnipotence, voilà qui exige à tout le moins une rupture avec le monde naturel et un effort proprement métaphysique. Là, je crois que je réponds à votre question tout à l'heure. Et il ne faut pas vouloir toujours tourner autour du monde naturel. Il faut savoir effectuer ce renversement qui consiste à partir des conditions de la connaissance. Et Freud se montre très modeste en intitulant une difficulté de la psychanalyse sa mise en évidence de 3 types de traumatismes propres à la science, prises dans ses ramifications les plus modernes. Comptent en effet de commun la cosmologie, l'évolutionnisme et la psychanalyse. Eh bien, elles impliquent chaque fois une perte. Perte d'une assise fixe et centrale, perte du sentiment de l'exceptionnalité humaine et perte du sentiment de la maîtrise de soi. L'entreprise de Freud apparaît ainsi comme triplement métaphysique, métacosmologique, métabiologique et métapsychologique.
On y retrouve grosso modo la distinction traditionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, depuis Wolff, entre les trois branches de la métaphysique, psychologie, cosmologie, théologie. Bien sûr, la théologie semble briller par son absence, mais c'est que la théorie de l'évolution de l'homme au sein de la série animale, comme l'écrit Freud, succède à celle de sa création par Dieu. Nous réintégrons alors notre place dans la série animale auprès des autres animaux, comme disait Voltaire. Et d'autre part, l'ordre des disciplines est inversé. Vous avez publié le dialogue du chapon et de la poularde en faisant un petit texte sur l'acte esthétique. On peut amuser à reprendre les autres. Oui, Voltaire était très sensible à la question animale. C'est un des aspects vraiment très touchants de Voltaire qui revient plusieurs fois. Il n'est pas carnivore et il trouve épouvantable la manière dont on traite les animaux. Pourquoi Freud dit-il la difficulté qu'il examine, la dit-il affective et non pas intellectuelle? C'est étrange au fond. Il s'agit moins, écrit-il, de ce qui rendrait la psychanalyse inaccessible à la compréhension de son dessinateur que de ce par quoi la psychanalyse s'aliène les sentiments de son dessinateur. De sorte que celui-ci est moins enclin à lui accorder son intérêt ou sa foi. Alors, si c'est ça, est-ce que les problèmes seraient en dernier ressort psychologiques? Freud montre comment les changements de perspective qu'impose le savoir blessent chacun d'entre nous en l'obligeant à sortir de son petit moi et à se détacher des images qu'il produit. La science dont il s'agit ferait-elle dès lors de nous des animaux irréductiblement malades, ou bien est-ce le contraire? Vous savez, la théorie de l'homme comme malade, c'est celle que développe Nietzsche dans la généalogie de la morale. C'est ce texte tellement central et tellement impressionnant. Et Freud montrera en 1929 dans Malaise de la civilisation que la tension du sentiment de culpabilité engendré par la civilisation risque proprement de devenir un jour insupportable à l'être humain. Mais le texte de 1917 par rapport au texte de 1929 manifeste une sorte d'optimisme fondé sur le retour en arrière de la science qui la conduirait à reprendre et intégrer sous un angle nouveau des positions anciennes. L'esprit de la Renaissance, nous faisions la Renaissance au XVIIIe siècle, pas seulement la Renaissance au XVIe siècle. L'esprit de la Renaissance, du renouveau de l'universel et de l'antique, inspire Freud. Reprenons l'écriture de sa première proposition pour couler les deux autres dans le même moule et montrer finalement la solidarité des trois révolutions entre elles. Est-ce que je pense l'univers ou est-ce l'univers qui me pense? C'était la question que je vous posais tout à l'heure. Moi, c'est la question, oui, la question ça, je trouve, voilà. C'est comme ça que ça se formule. Je suis heureuse là, de retrouver la formule que je voulais vous dire, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Tout le problème est là. Tout le problème est là. Et alors, ce qui est très drôle, donc je me suis amusée à couler dans le même moule les trois formules, les trois traumatismes. On pourrait dire, même la grande découverte de Copernic avait été faite avant lui, écrit Freud. Et cela par les pythagoriciens et par Aristaque de Samos. Seulement, le modèle ptoléméen s'était imposé jusqu'à la Renaissance comme étant le seul reconnu par les doctes. Cette admission, continue Freud, seule l'admission de cette conception a changé. Au lieu de n'appartenir qu'à quelques savants isolés, elle est devenue universelle. Voilà comment écrire, comment formaliser ce premier traumatisme et cette première pensée de l'univers comme le pensant.
Deuxième traumatisme. Même la découverte de notre appartenance à l'espèce animale avait été faite avant Darwin. Ainsi pourrait-on formuler la seconde proposition. De fait, dit-il, les petits-enfants ne s'étonnent pas de ce que les animaux pensent et parlent, et d'autre part, les primitifs ne trouvent pas choquant de faire descendre leur lignée d'un ancêtre animal qu'ils appellent totem. Voilà les phylactères. Alors, troisième proposition. Même la découverte de la nécessité de se tourner vers soi pour avoir accès à son inconscient avait été faite avant la psychanalyse. Et Freud de citer Schopenhauer, mais surtout de reprendre presque littéralement l'inscription du temple de Delphes, Gnotis et Automne, connais-toi toi-même. Telle est en effet l'étonnante consigne à laquelle aboutit la prosopopée de la psychanalyse. Entre en toi-même, dans tes profondeurs, et d'abord apprends à te reconnaître. C'est ce que si bien Lacan résumait en disant que c'est un impératif éthique, va chez toi dans l'inconscient. Et là, il y avait quelque chose de... Reste que le retour sur soi, la scission du sujet et le retranchement hors de l'intimité d'un soi semblent un prix bien lourd à payer à la science. L'important aujourd'hui, c'est de relire Freud à la lumière de toute une histoire et de comprendre ce qui s'est passé. Car, au fond, c'est... Enfin, ce que j'ai découvert, enfin, puis en faisant ce travail, c'était que la passion de savoir, c'était la cosmologie qui en était le fer de lance. Je trouvais que c'était assez curieux parce que je n'avais pas du tout pensé la chose comme ça. Mais est-ce que cette passion de savoir finit par se retourner contre celui qui la véhicule? Et est-ce qu'elle tend à le vider de sa capacité d'initiative et de sa substance? Ou bien, au contraire, faut-il penser que la science, de par le changement radical de point de vue qu'elle impose, sauve d'un narcissisme dont les revendications risquent de se montrer dangereuses et mortifères parce que fondamentalement injustes? Il faut se souvenir du constat freudien. Moi, c'est une formule qui m'est restée comme une formule viatique. Il dit, nous croyons tous fondés à nous plaindre. N'est-ce pas? Quand nous poussons notre plainte, nous croyons tous que vraiment il y a une mal-donne, qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, etc. Nous exigeons tous un dédommagement pour les blessures précoces de notre narcissisme. Nous faisons comme si les choses nous étaient dues. Bon. Et au fond, l'important c'est de comprendre que rien n'est dû. Et c'est en n'attendant rien d'autrui qu'on peut recevoir le meilleur. N'est-ce pas? Il y a une espèce de renversement. Il faut apprendre à jouer les extrêmes. Développer une sensibilité cosmologique, c'est finalement s'inquiéter de la survie du globe et de l'espèce humaine. Pourquoi la guerre? Comment l'éviter? La distance à l'égard de tous les problèmes de la vie désarmerait-elle l'intelligence théorétique et en ferait-elle la proie la plus facile des funestes suggestions collectives? C'était la question qu'Einstein posait à Freud. Et je trouve que cette question est toujours actuelle. Si celui-ci répond en utilisant ce qu'on pourrait appeler son modèle standard du psychisme, toujours en reprenant le livre de Kuhn, c'est-à-dire sa deuxième topique et sa deuxième théorie des pulsions qu'il qualifiait de mythologie. Dans le cas de pulsion de vie, pulsion de mort, s'oppose d'abord à ces pulsions du moi et pulsions sexuelles. Et il dit ceci: si la propension à la guerre est une émanation de la pulsion destructrice, il y a alors lieu de faire appel à l'adversaire de cette pulsion, l'éros. Et là, c'est vraiment formidable, parce qu'à travers l'éros, à travers les distinctions techniques, bon, jusqu'à je peux parvenir, mais
entre amour objectal et amour de soi, choix d'objet narcissique, choix d'objet par étayage, narcissisme global et narcissisme des petites différences. Qu'est-ce qui constitue donc l'amour, l'éros, comme adversaire de la pulsion de destruction? Eh bien, nous dit Freud, c'est le sens de la solidarité, le refus de se placer au centre du monde, l'absence d'intimidation. Au programme, ne pas se laisser intimider, ne pas se placer au centre du monde et être solidaire de ceux dont on a choisi d'être solidaire. En ce sens, l'amour apparaît comme la chose la plus difficile et réclame tous nos soins et ne cesse de se colter avec l'impossibilité d'aimer comme avec l'impossibilité de comprendre. C'est-à-dire qu'on sent là l'union des extrêmes. On passe d'un extrême, l'extrême se renverse dans l'autre. C'est alors au plus haut point d'intensité de la friction entre deux pulsions opposées, l'amour unifiant et la haine destructrice, que peut surgir le sublime dans la fulgurance d'un retournement et d'une unification. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Bon, ce que j'aurais développé, c'est cette affaire du sublime comme union du compréhensible et de l'incompréhensible, avec cette formule qui a été attribuée à Einstein. Ce qu'il y a d'incompréhensible, c'est que l'univers soit compréhensible. Et ça, je pense que c'est une formule qu'il faut se répéter pour comprendre les limites de la compréhension et ne pas se laisser duper justement par l'idée que tout doit toujours fonctionner. Finalement, l'exactitude de l'ordinateur, eh bien, c'est le malheur de l'ordinateur, parce que nous, notre bonheur, c'est qu'en étant moins exact, nous faisons jouer notre imagination, nous faisons jouer autre chose. Bon, ouais. Et que chaque fois que nous voyons un petit peu de désordre, eh bien, il faut que nous voyons ce qui, dans ce désordre, peut favoriser la naissance d'un ordre supérieur et qui nous conviendrait mieux. Donc, renverser les problèmes. L'important, c'est d'avoir ce sens dialectique. Ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'algorithme n'est pas capable de se comprendre lui-même. C'est ça. Contrairement à nous qui tentons de le faire en tous les cas. Mais l'algorithme est en mesure d'objectiver la réalité, si j'ai bien compris votre texte. Très bien, oui. L'algorithme est en mesure d'objectiver la réalité, de la rendre objective. Mais à partir du moment où on lui demande de se penser lui-même, il n'y a plus personne. Exactement. C'est tout à fait ça, vous résumez parfaitement. Oui. C'est résumé absolument parfaitement. C'est ça que j'ai voulu démontrer. Bon. Moi, je me sens toujours une apprentie philosophe. Quand on me dit que je suis philosophe, ça me fait toujours... je me dis, est-ce que je suis vraiment digne de ce nom? Bon. Mais il y a une chose, en tout cas, que je crois que les philosophes ont appris à travers toute l'histoire de la philosophie, c'est que l'importance d'avoir un sens dialectique. Et c'est pourquoi quand je dis que ma théorie du sublime marche avec une théorie de la sublimation, c'est justement parce que on a du sens dialectique, c'est que les choses se dépassent, n'est-ce pas, qu'on se renverse, se dépasse, se tord, et que au fond on est beaucoup plus à l'aise dans le monde si on part de ce qui ne va pas, n'est-ce pas, et si on n'exige pas, comme on a trop tendance à le faire, un ordre qui finalement serait beaucoup plus contraignant que le désordre ou qu'une partie du désordre présent. Si on ne sait pas trouver la succulence de ces désordres. Oui. Donc, sublime et algorithme, c'est vraiment là que se pose la question de l'homme, de sa place dans l'univers et de son rapport aux machines, en fait. Tout à fait. Et qui est vraiment le sujet clé d'aujourd'hui pour essayer de comprendre notre rapport au monde.